Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Oser la reconversion est aussi disponible en version filmée sur YouTube si vous êtes curieux de découvrir encore plus les invités. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast pour prolonger la discussion. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien du département de la Corrèze. Dans le cadre de son opération Venez vivre en Corrèze, le conseil départemental de la Corrèze vous donne rendez-vous du jeudi 17 novembre au samedi 19 novembre à Paris, à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, située au 21 rue des Pyramides dans le 1er arrondissement de Paris. Si vous avez besoin d'air et que l'idée de bouger vous trotte dans la tête, cet événement est fait pour vous. Le temps d'une journée, plongez-vous dans les paysages corréziens, éveillez vos papilles en dégustant des produits locaux, découvrez la qualité de vie en Corrèze et trouvez enfin l'opportunité professionnelle que vous recherchiez. Au programme, l'APEC vous propose de rencontrer les entreprises corréziennes en quête de nouveaux talents lors d'une soirée autour de l'emploi cadre, le jeudi 17 novembre de 17h30 à 21h. Participez également aux journées Venez vivre en Corrèze, le vendredi 18 et le samedi 19 novembre de 13h à 20h et rencontrez les entreprises corréziennes. Pensez à apporter vos CV. Posez toutes vos questions dans l'espace Bienvenue en Corrèze aux acteurs du territoire de la Corrèze, logement, tourisme, garde et scolarisation des enfants, accompagnement des porteurs de projets. Retrouvez plus d'infos sur https://events-aquitaine.paris/Venez vivre en Corrèze. Et la Corrèze vous donne rendez-vous du 17 au 19 novembre à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, située au 21 rue des Pyramides dans le 1er arrondissement à Paris. Je vous mets le lien de l'événement dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Anne. Après avoir travaillé dans la finance, Anne a fondé MyLuby, une marque de produits dédiés au bien-être intime pour explorer sa sexualité. Après une prépa, Anne se dirige en école de commerce à l'EM Lyon. Poussée par sa famille, elle se spécialise en finance et réalise son stage de césure de 6 mois en finance chez EY à la Défense. C'est la douche froide. Elle réalise tout de suite que ce milieu n'est pas fait pour elle. Trop de hiérarchie, mission peu intéressante pour un stagiaire, et elle ne comprend pas ses managers. Elle n'a à ce moment-là pas beaucoup de travail car elle fait son stage au milieu de la crise économique. Elle décide alors de s'associer avec un co-stagiaire pour lancer une entreprise de jeux de société pour adultes avec humour noir. Elle voit ce projet comme une issue pour se sortir de la finance. Sa société fait encore aujourd'hui 200 à 250 000 euros de chiffre d'affaires. À 25 ans, alors qu'elle habite à Pigalle, Anne décide de créer MyLuby avec pour ambition de révolutionner le secteur de la sexualité et de créer une entreprise dont elle est fière. En juin 2020, les premiers produits MyLuby sont lancés. MyLuby, c'est des lubrifiants, préservatifs au compo clean, des accessoires vibrants et surtout une safe place pour parler de sexualité. Alors avec Anne, on a évoqué le monde de la finance, les problèmes des écoles de commerce, le succès de sa première entreprise de jeux de société, comment elle s'est faite sa place dans le marché de la sexualité alors qu'elle était une jeune femme, les réactions de sa famille à son entreprise MyLuby, les refus des banques de s'associer à son projet, sa vision de l'entrepreneuriat et la censure des réseaux sociaux. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Anne. Bonjour Anne, bienvenue dans Oser la reconversion. Salut Claire, merci de m'inviter. Alors je suis ravie de t'accueillir, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors, actuellement, je suis entrepreneur, donc j'ai créé ma propre marque. MyLuby, c'est une marque de bien-être intime. MyLuby a deux choses. La première chose, c'est de créer des bons produits pour explorer sa sexualité. Donc, par exemple, du lubrifiant, des préservatifs, des accessoires vibrants. Et c'est aussi une safe place pour apprendre et partager autour des sujets qui touchent de près ou de loin à la sexualité et l'intimité. Et alors, ça n'avait rien à voir avec, disons, tes études et puis tes premiers stages. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles études tu as fait et puis ton parcours ? Ouais, bien sûr. J'ai fait un parcours prépa commerce, donc à Paris, puis école de commerce à Lyon. C'est vrai que j'avais vu un orientateur qui m'avait dit de pas trop faire ce genre de parcours un peu classique, que ça allait pas trop me convenir. Il fallait plus que j'aille vers des sujets un peu plus créatifs. De base, moi, je voulais être chef dans un resto, mais en fait, c'est vrai que mes 4 frères et sœurs avaient fait une prépa à une école de commerce. L'école de commerce, ça ferme pas de porte. Mon père en avait fait une, donc c'était un peu le choix entre grands guillemets où on prend pas de risque. J'ai fait ça, prépa, et en arrivant en école de commerce, je me suis dirigée vers une spécialisation en finance. C'est pareil, donc pas vraiment mon truc.
J'ai appris pas mal de choses, mais finalement, c'était pas vraiment pour moi. Donc, j'ai vite bifurqué sur de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est super marrant parce que du coup, t'es passé de la finance, donc quelque chose de hyper sérieux, à quelque chose de plus sulfureux, vraiment pas conventionnel, on va dire. Et donc, du coup, tu avais fait prépa école de commerce, tu dirais, pour faire plaisir un peu à tes parents? Ouais, je pense que j'avais pas le caractère à l'époque que j'avais là. En plus, c'est vrai que je trouve que parfois au lycée, on te donne pas trop les options possibles, typiquement pour faire autre chose. Donc c'est vrai que moi, dans mon lycée en banlieue parisienne, tout le monde allait pas en prépa, hein, mais tout le monde allait en école de commerce ou en école d'ingé juste après le bac. C'est un peu le choix facile dans le sens où ça te ferme pas de porte. Après, je trouve que tu te retrouves 6 ans après, donc 2 ans de prépa et 4 ans d'école, toujours aussi perdu pour ma part, mais pour pas mal de personnes, quoi. Donc oui, c'était pour faire plaisir aux parents, mais avec du recul, je pense que c'est bien tu vois, je vois d'autres personnes qui sont, enfin, typiquement, ma petite cousine, elle est dans un lycée plutôt international, et c'est vrai qu'ils ont des cours hyper différents dès le début, enfin, au collège, ils voyagent, donc ça te permet d'ouvrir un peu l'esprit et de sortir des matières très conventionnelles qu'on a au lycée, et peut-être de comprendre un peu plus ce que tu veux faire au moment du bac. C'est vrai qu'il y a le côté, ça te ferme pas de porte, mais en même temps, t'en prends pas non plus, quoi, dans le sens où finalement, t'es toujours au même endroit, quoi. Exactement. Bah moi, ce que je dis, c'est que c'est un non-choix. En fait, c'est que tu fais pas un choix de plus, c'est un peu la continuité. Donc tu vois, après la prépa, pour ceux qui ont envie de s'acharner un peu sur le travail, si t'es pas trop mauvais, après tu rentres en école de commerce. Et après, donc c'est un non-choix. Et la finance encore, je trouve que c'est encore un non-choix pour les personnes qui veulent pas faire leur carrière en finance. Mais c'est justement encore une fois pour pas se fermer de porte. Mais du coup, à un moment, je pense qu'il faut prendre un peu des risques. En tout cas, moi, c'est ma personnalité. Et du coup, je l'ai pris pendant le stage de finance, du coup, que j'ai fait à Paris en stage de césure. Donc, c'était en 2017. C'était mon premier stage de césure de 6 mois. Et c'est là où j'ai pris un petit risque. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Enfin, vraiment, je me suis réveillée au bout d'une semaine en me disant, bah, c'est pas du tout ce que je veux faire. Là où je constatais que des personnes qui étaient arrivées en même temps que moi étaient complètement dans le bain, quoi. C'était parfait pour eux. C'était là où ils avaient envie d'être. Ils étaient bons, etc. Moi, j'étais pas forcément bonne dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux nous dire où t'étais en stage, comme c'est super connu, ça parlera aux auditeurs? J'étais chez Ernst Young, donc EY, à Paris, en transaction service. Donc c'est globalement de la finance. C'est dur parce que t'es dans une tour à la Défense, donc quand t'es arrivée, comment tu t'es sentie? Bah ouais, c'est sûr que tu déchantes un peu, sans faire la personne qui crache, hein, mais en fait tu te prends vraiment la réalité du travail en pleine face, quoi. Donc tu commutes tous les matins dans ton ligne L. Donc moi j'avais pas pris d'appartement, j'étais chez mes parents pour justement pouvoir économiser parce qu'après on voyageait. Donc j'avais pas pris d'appartement, donc tu prends la ligne L tous les matins, si elle veut bien marcher. T'arrives t'es dans une fourmilière à la Défense, prendre ton dernier arrêt de métro et arriver à l'esplanade de la Défense. Il y a des grandes tours, tout le monde est habillé pareil, en costard cravate. C'est vrai que moi, qui me considérais comme quelqu'un d'un peu créative, un peu pas différente, mais avec une belle énergie pour créer des choses, je me suis retrouvée au bout d'une semaine et je dis mais en fait c'est pas du tout ce que je veux faire. À quel moment j'ai décidé de ce choix-là? Et en fait, je pense que je me suis un peu poussée là-dedans sans trop réfléchir. Je vais pas prendre de risques en fait. Enfin, c'est pas pendant mon école de commerce que j'ai envie de prendre des risques. C'est compliqué, on est jeune, etc. Et donc oui, c'est le gros désenchantement. J'aime pas trop les personnes qui me managent. J'ai du mal à les comprendre. J'ai du mal à réfléchir comme c'est. Enfin, on n'avait pas la même carte mentale en fait. Enfin, c'est vraiment, j'avais pas la même façon de réfléchir qu'eux. Les sujets m'intéressaient pas trop, même si en fait on peut toucher à plein de secteurs. Donc en fait, tu découvres plein de secteurs quand tu travailles sur des missions. En plus, c'était juste avant les élections présidentielles, donc il y avait pas énormément de travail. Donc en fait, moi je me suis associée avec un camarade de promotion qui était aussi en stage chez EY et en fait on a commencé à s'associer. Bon, je vais revenir dessus, mais on s'est associés, on a lancé une entreprise qui a rien à voir, c'est une entreprise de jeux de société pour adultes. Donc c'est un peu tendancieux, il y a de l'humour noir, ça a rien à voir avec ce qu'on faisait chez EY qui était très sérieux, dans les cases, carrés, etc. Je vais pas trop cracher sur EY parce que moi j'ai beaucoup d'amis qui s'y plaisent et qui s'y plaisent toujours, ça fait 4 ans, mais en fait c'est un moule et donc soit tu rentres dedans, t'es très bien, c'est parfait, et tu travailles bien, tu t'absorbes tout ce que tu peux absorber parce qu'en fait on peut apprendre énormément de choses, mais le monde de la finance c'est pas pour moi. Là aujourd'hui je sais même pas comment j'ai pu faire ce choix en me connaissant beaucoup plus aujourd'hui parce que c'est ça qu'on veut avec l'entrepreneuriat, avec son parcours, c'est juste d'apprendre à se connaître un peu plus, c'est pas du tout pour moi quoi. Ouais, c'est super marrant parce que moi j'étais chez Deloitte en fait dans la partie avocat, donc du coup ça me parle énormément.
Et c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment un moule dans le sens où c'est hyper hiérarchisé. Du coup, t'es bien encadré, donc tu peux apprendre facilement et tout ça. Et c'est vrai que personnellement, ça me stressait en fait, d'avoir autant de hiérarchie en fait. Bah, tu te sens un peu comme un pion. Et c'est vrai que moi qui aime bien, enfin, tu vois, je suis partie en entrepreneuriat parce que justement, il y a plus, enfin, globalement, c'est moi qui décide au début, hein. Après, quand on a une équipe, c'est plus moi qui décide à 100%. Mais, en fait, tu te demandes à quoi tu sers, quoi. Tu vois, finalement, vu que tout est relu par ton N+1, N+2, N+3, la personne qui est 10 fois au-dessus de toi, tu te demandes à quoi tu sers. Donc, enfin, t'as pas trop le droit à la parole. Enfin, mes amis qui sont dans ce genre de métier, maintenant beaucoup plus. Mais, il faut passer les 3 ans du désert pour, pouvoir dire Ouais. quelque chose, alors que parfois les secteurs ils peuvent te toucher de près ou de loin, et tu peux avoir quelqu'un qui travaille dans un de ces secteurs, donc en fait tu peux avoir des infos que tes boss n'ont pas forcément. Enfin, après oui, on est stagiaire. Après moi, les stagiaires qui viennent chez MyLuby, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, tu vois. Enfin, vu que la sexualité ça touche tout le monde, enfin on prend leur avis en compte, quoi. Mais bon, c'est effectivement pas les mêmes répercussions, quoi. C'est sûr que. Comment tu te sens quand tu te dis bon après une semaine, hein, parce que donc là t'es parti pour 6 mois. 6 mois, franchement, c'est long. Surtout dans ce type de structure, parce qu'on fait quand même des grosses horaires, c'est assez prenant. Donc au bout d'une semaine, tu te dis bon, c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est rigolo parce que j'en parlais justement avec une personne qui m'accompagne un peu en coach de vie, thérapeute slash médiatiseur. Et c'est vrai que j'en ai reparlé la semaine dernière, donc j'étais vraiment plongée dedans. C'est vrai que c'était très dur pour moi en fait. J'ai refait l'effort de me repositionner à ce moment-là. C'était hyper dur pour moi. J'étais pas bien quand je rentrais chez moi. C'est un peu une désillusion parce que juste avant, t'es en école de commerce, tu fais la fête, tu rencontres plein de gens, tout est possible. Tu t'investis dans des associations, tu t'investis dans plein de choses. Et là, tout est gris, quoi. Tout est gris, on t'écoute pas, c'est dur, t'as pas le droit de sortir, même si t'as plus de taf, enfin même si t'as plus de travail, t'as pas le droit de sortir avant une certaine horaire. Tu fais pas mal de présentéisme. Moi, je m'entendais pas trop avec les managers. J'ai un caractère un peu rebelle, donc qui aime pas trop les règles, etc. Donc non, honnêtement, ça a été très très dur au bout de la première semaine. Je me suis dit après, c'est important, tu vois, je pense que tout le monde a appris the hard way, donc je me dis bon bah courage, c'est 6 mois, je pense que ça va être bien, ça va t'apprendre d'autres choses, ça va te permettre de te former, etc. Donc, je me chauffe un peu à me dire que ça va être une bonne expérience, mais au fond de moi, je suis hyper malheureuse. C'est pas du tout pour moi. J'ai l'impression qu'on me coupe un peu de ma créativité. J'ai pas envie d'être marquée non plus par cette expérience. Nous, il y a pas mal de personnes qui ont été marquées par mais marquées au fer chaud, hein, par leur première expérience. Avec des cas de harcèlement moral, harcèlement sexuel, etc. J'avais pas envie d'être marquée par cette expérience, tu sais, d'être épuisée après. Je me suis mis dans un sas en mode bon bah ça va être dur, ça va être comme un peu la prépa, ça va être dur, mais ça va passer. Et en fait j'ai eu pas mal de chance dans mon malheur parce qu'en fait il y avait pas énormément de missions, on avait pas mal de temps libre. Et donc j'ai rencontré un camarade de promotion qui était aussi dans le même travail que moi, qui avait un peu plus de travail, qui était un peu dans une autre division. Et en fait on a décidé de s'associer et je me suis dit en fait ça va être ça mon échappatoire à ce monde-là de la finance. Et parce qu'en fait, je savais strictement pas ce que je voulais faire, hein. Donc, du marketing, ça m'intéressait pas trop. Le marketing qu'on apprend en école de commerce, la vente non plus, la finance non plus, la stratégie non plus. Et en fait, on te propose pas énormément de choses, en fait. Enfin, on te propose pas énormément de choix. On te pousse pas non plus à te poser les bonnes questions, je trouve, en école de commerce. En tout cas, à mon époque. Moi, je suis sortie en 2018 de l'école à Lyon. Et donc, en fait, moi, l'entrepreneuriat, c'était un échappatoire. Je l'ai vraiment vu comme, tu fais tout pour que ça réussisse parce que ça va être ton échappatoire à ce monde qui te correspond pas forcément. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai un peu l'impression que on fait en sorte qu'on se pose pas trop de questions parce que finalement le but de ces écoles c'est de créer des salariés pour les grosses boîtes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément de devenir entrepreneur en fait. Donc je pense qu'on évite un peu que les étudiants se posent des questions. Bah, c'est possible. Après, il y a tellement d'autres choses qu'on peut apprendre. Tu vois, en école, moi, j'en parle beaucoup, tu vois, notamment avec mon associé chez MyLuby, parce qu'on s'est rencontrés en école. Qu'est-ce qu'on aurait pu nous apprendre qui pourrait nous servir aujourd'hui? Donc, de la négociation, de l'organisation de vie perso, enfin, de comment, en fait, gérer une relation, comment s'insérer dans une conversation avec des inconnus. Enfin, vachement, en fait, beaucoup plus d'intelligence sociale, je trouve. C'est tellement important dans n'importe quel métier d'avoir de l'intelligence sociale et émotionnelle. Mais bon, je pense que eux, ils veulent justement, en fait, leur objectif sans leur casser du sucre sur leur dos, parce que moi, j'ai quand même appris plein de choses. J'ai rencontré mon associé, j'ai rencontré mon copain en école de commerce, donc je suis quand même contente, pardon. Je pense que, ouais, leur objectif, c'est de mettre des personnes, qui ont des salaires élevés, donc dans des grosses boîtes, parce qu'en fait, ils te font les sondages à la fin de l'année. C'est comme ça aussi qu'ils se font classer. Tu vois, nous, on était à l'UM Lyon. Ce qui est rigolo, ils se disent comme une école de l'entrepreneuriat. Pas trop.
Pas trop. Mais bon, moi, c'était quand même une bonne expérience. Avec du recul, c'est vrai que j'aurais peut-être pas enfin, si j'avais le caractère que j'avais aujourd'hui et que j'avais eu les révélations que j'avais aujourd'hui, je pense que je serais pas allée vers une école de commerce. Mais bon, c'est quand même une bonne période. Et donc, du coup, à ce moment-là, donc, tu rencontres cette personne, ton camarade de promo. Et donc, vous lancez votre société pendant que vous êtes en stage Donc en fait, c'était rigolo parce qu'on se cachait un peu dans les salles EY. de réunion? Ouais, on se cachait dans les salles de réunion, mais en fait, elles sont toutes avec des vitres, donc on voit tout. Donc on nous voyait en fait. Enfin, moi j'avais eu cette idée. Je suis entourée d'entrepreneurs. J'ai deux de mes frères qui sont entrepreneurs. Mon père est entrepreneur. Moi, ça m'intriguait l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je le disais en entretien, en prépa, et bon, à chaque fois je me faisais bâcher parce qu'on me disait du coup c'est quoi ton projet d'entrepreneuriat, mais je n'avais pas forcément. Je disais juste, je sais que je vais créer une entreprise, mais que le temps viendra, quoi. Qu'il faut laisser du temps au temps. Enfin, j'avais 20 ans à l'époque, donc voilà. Et en fait, un de mes frères avait créé un jeu de société. J'ai pas trop envie d'en parler, mais voilà. Donc, il connaissait un peu le milieu. Donc, moi, je me suis dit que j'allais pouvoir, enfin, je lui ai demandé si c'était OK parce que ça arrive un peu sur le même marché. C'était un marché qui était en pleine ébullition aux États-Unis. Donc, moi, je faisais le travail de regarder ce qui se passait aux États-Unis. Donc, c'est des jeux qui te permettent d'être en dehors de tes applications pendant les soirées, les apéros entre copains, copines. Et au lieu d'avoir, tu vois, une application qui te fasse un peu les rythmes avec les personnes autour de toi, un peu comme les Piccolo, tous les trucs qu'on connaît, c'est des jeux de cartes qui vont rythmer des interactions entre les joueurs, mais qui sont pas des Monopoly, des jeux de stratégie haute, c'est des jeux un peu pour rigoler. Aux États-Unis, il y en avait plein, il y avait What Do You Meme, Cards Against Humanity, etc. Moi, je voyais que c'était en pleine ébullition aux États-Unis. Je me suis dit pourquoi pas en adapter un. Donc j'ai commencé à travailler un peu toute seule. J'ai rencontré ce camarade de promotion que je connaissais absolument pas. Je lui en ai parlé. Il a dit bah, avec grand plaisir pour qu'on s'associe. Donc on s'est associé autour de mon idée. Lui, il avait une autre idée à l'époque. Donc tu voyais qu'il avait le caractère entrepreneurial et on s'est associé autour de mon idée. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'en fait le MVP, donc le minimum viable product sur un jeu de cartes, c'est pas comme un lubrifiant, comme sur MyLuby. C'est-à-dire que tu découpes des cartes, tu fais tes règles, t'écris tes règles sur un papier. Donc t'as littéralement besoin de rien à part ton cerveau pour expliquer les règles et les mettre à l'écrit. Donc, au début, on a commencé à le tester tout seul. Donc, on découpait des cartes, on avait des papiers, on allait un peu l'imprimante, on découpait. On se cachait dans les salles, on testait des choses. Et après, rapidement, on a fait intervenir toute notre promotion parce qu'en fait, EY, ça fonctionne un peu par promotion. Donc, des personnes qui rentrent pour 6 mois en même temps que toi et qui ont un peu le même profil que toi, donc école de commerce ou école d'ingénieur. Et on les a fait jouer. Et du coup, on validait un peu si eux, ils rigolaient. Enfin, tu vois, on avait des hypothèses à valider. Est-ce qu'ils rigolent? Est-ce qu'ils l'achèteraient? Est-ce qu'ils nous posent des questions alors qu'ils ont toutes les règles à leur disposition? Donc, ça veut dire qu'il y avait de l'incompréhension. Donc, voilà, on s'est un peu caché, mais on est allé très, très vite. En fait, on s'est même pas posé de questions on s'est pas assez posé de questions, justement, avant une association, là où avec mon associé sur MyLuby, beaucoup plus. Donc, en fait, on a vraiment fait ça en mode, on avait 22 ans à l'époque, 22, 23 ans. Ouais. On a sorti les papiers pour s'associer sur Legal Start pour payer le moins cher d'associés. On a pris un comptable qui nous avait été recommandé par des personnes autour de nous. On a sorti le premier jeu de société, on a trouvé le fournisseur et on l'a sorti en septembre. Et en septembre, nous, on était en échange. Mais du coup, pour revenir sur l'expérience finance, pendant 4 mois, on a travaillé là-dessus, pendant nos pauses déj, le soir, le week-end, après le stage, etc. C'est super marrant, ouais. Surtout que à la fin, moi, j'en avais parlé à une de mes managers direct. Je disais quoi, tu vas faire de l'entrepreneuriat, tu vas faire un jeu de cartes, mais vraiment les yeux au ciel. Et là où une manager un niveau un peu plus élevé, elle disait mais c'est génial, moi je donne des cours d'entrepreneuriat dans une école à Paris, vas-y à fond, c'est toujours une bonne expérience. Donc voilà, c'était assez rigolo. Moi j'avais pas une sorte de revanche, mais une sorte un peu de tu vois la fin d'un tunnel en me disant ça va peut-être être ma chance de pouvoir sortir de la finance et en fait c'est peut-être pas pour moi finalement la finance et que je vais saisir cette chance grâce à l'entrepreneuriat. Donc je vais tout faire pour que ça marche et pour que ce jeu-là soit un succès, que les jeux suivants soient un succès, que l'entreprise soit un succès. Et c'est marrant parce que du coup, tu t'es destinée vers la finance alors que dans ta famille, il y a pas mal d'entrepreneurs parce que parfois, justement, on a peur de se mettre dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'a personne autour de nous et c'est inconnu. Qu'est-ce que tu dirais qui ferait que toi, tu t'es pas tout de suite dirigée vers l'entrepreneuriat? Mon père a lancé une boîte qui fait de la fusion-acquisition, donc c'est de la finance. Mon frère en a fait pendant 5 ans avant de se lancer en entrepreneuriat. Enfin, moi, on m'a toujours dit, et je suis persuadée, et mon associé de MyLuby a fait 3 ans de private equity, c'est la finance, de la stratégie. Ça te forme ton cerveau aussi, hein. Enfin, je pense que juste moi, j'avais pas les capacités, l'intelligence nécessaire pour faire ça. J'ai un autre type d'intelligence, mais j'avais pas les capacités pour faire ça. Là où je trouve que ça te forme vraiment et ça te permet d'être rigoureux, ça te permet d'apprendre plein de choses et ensuite de pouvoir gérer un business. C'est-à-dire que MyLuby, je suis allée chercher quelqu'un qui avait de la finance, qui avait fait de la finance en tant que CEO.
et en tant que directeur général, parce que justement, moi, j'ai pas ces compétences-là. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de MyLuby? Donc, là, à ce moment-là, donc, tu es en train de créer ta boîte de jeux de société. Et pourquoi ça se termine? Pourquoi tu décides d'arrêter et puis de changer de projet? C'est pas vrai, elle existe toujours, l'entreprise. C'est ce qui me permet de me rémunérer aujourd'hui, donc je suis assez fière. Non, en fait, c'était une super chose, cette société, même s'il y a eu plein de rebondissements, il y a eu énormément de stress, parce qu'en fait, à 23 ans, tu te retrouves avec un associé à gérer, enfin, on a rapidement signé un contrat de distribution, on a signé un papier qui disait, bah, je vais vous payer 100 000 euros pour des jeux. Donc, tu vois, tu te retrouves à 23 ans, tu es en dernière année d'école avec mon associé, à signer des contrats à 100 000 euros, tu te dis, mais c'est incroyable. Enfin, on sautait comme ça en se disant, c'est fou, quoi, parce qu'on se rend pas compte, mais on n'est pas du tout prêt à gérer ces genres de montants. Après, c'est pas une énorme multinationale, hein, c'est une petite société qui fait entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires par an depuis 2017. Donc en fait, elle nous a suivis pendant tout le reste de nos études. Donc moi, je me suis redirigée en rentrant, de EY, on a fait un échange. Donc je me suis spécialisée en entrepreneuriat. Pareil, quand je suis rentrée en école, mon associé aussi. Ça nous a suivis pendant toute la fin de nos études, notamment pendant nos stages de césure où on travaillait en temps masqué derrière, le soir, le week-end, etc. Mais on avait fait en sorte qu'elle tourne bien. Donc en fait, elle est automatisée, il y a un distributeur, les jeux se vendent. En online, elle tourne aussi les pubs, les pubs sont automatisées, etc. Ce qui fait qu'en fait, on vend sans apporter trop de temps dessus. Donc, il y en a qui appellent ça des muses. Le concept des muses, c'est voilà, de pas trop travailler, de tout automatiser, de travailler globalement 2 heures par mois et d'avoir un revenu un peu passif. Donc moi, ça m'a suivi. J'ai fait 3 mois de CDI dans une entreprise qui était en train de se lancer. Pareil en tant que gestion de projet. Et en fait, à ce moment-là, vient l'idée de MyLuby où je me dis j'ai envie de révolutionner un secteur, j'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus gros. J'ai pas envie de sortir du CDI pour travailler sur ma boîte de jeux de société parce qu'en fait, j'ai trouvé les limites. J'apprends plus, ça m'intéresse plus. Je fais ça pour continuer à gagner un peu d'argent. Je lance un jeu de temps en temps. Mais là, moi, j'ai vraiment envie d'apprendre et de jamais cesser d'apprendre et de créer un peu la boîte que j'aurais rêvé avoir en tant que marque plus jeune. Donc, dans la sexualité, on reviendra dessus derrière. Mais aussi de créer une entreprise qui soit, dont je suis fière, quoi. Tu vois, je suis fière des jeux, mais c'est pas une entreprise. On est juste 2 associés dessus. Ça tourne, on se parle même pas. Tu vois, ça tourne. C'est une boîte étudiante, quoi. Tu peux nous donner les noms des jeux de société? Oui, oui, bien sûr. Il y en a un qui est assez connu, qui est assez tendancieux, qui s'appelle Je n'ai jamais. Il y en a un autre qui s'appelle Komojo, K-O-M-O-J-O, qui est une sorte de Time's Up revisité. Il y en a un qui marche bien en ce moment, qui s'appelle Tamalou, qui est un jeu familial pour le coup, donc de rapidité. C'est un équivalent du Dutch qu'on a un peu revu. Donc il y en a pas mal. Il y a aussi les nominés, mais bon, ça marche un peu moins. Mais voilà, aujourd'hui, l'objectif, moi, ce que je me suis dit, c'était le dernier jeu que j'ai sorti, c'est Tamalou, qui fonctionne bien, qui est un jeu un peu plus, qui est vraiment pour tout public. Et là, c'était le dernier que j'ai sorti, donc il y a plus d'1 an, et je me suis dit, là, c'est bon, c'est fini, je suis fatiguée. Si on fait juste des traductions, on fera juste des traductions des jeux si on veut les exporter, mais c'est tout. Et au pire, la boîte, elle tombe, elle se casse la gueule ou autre. Mais moi, je veux vraiment me concentrer 100% sur MyLuby. Donc, j'ai fait cette décision l'année dernière quand mon associé sur MyLuby est rentré dans MyLuby parce que j'ai commencé toute seule MyLuby. Lui, il est rentré 2 ans après. Mais c'est marrant parce que est-ce que t'as pas l'impression que peut-être c'était peut-être trop facile? Parce que c'est quand même fou de se dire on a créé une boîte si jeune, ça marche hyper bien et on se dit ah non, j'ai envie de recommencer quelque chose de zéro. Je pense que ça a été très dur pour moi, le stress. Moi, j'ai jamais eu autant de stress pendant le début de ma première entreprise, donc de cette boîte de jeux de société. Ça m'a vachement servi après. C'est-à-dire que maintenant, sur MyLuby, je sais comment gérer le stress, sachant qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a des employés, il y a des produits sur le marché qui touchent les parties intimes. C'est un autre niveau. Non, moi, je le prends vraiment comme un apprentissage. Non, ça a été très dur, honnêtement, au niveau mental. Ça a été le plus dur. Après, oui, on a eu un product market fit rapidement. Oui, on a vendu. Oui, on a signé des beaux contrats de distribution. Mais en fait, quand tu compares avec d'autres personnes qui se sont lancées juste après nous, juste avant nous, qui font beaucoup plus. Il y a des boîtes de jeux de société en France qui font plus de 10 millions de chiffre d'affaires par an. Je pense que j'exagère même pas en disant ça. Il y a des boîtes qui font ici 1, 2, 3 millions tout en ayant un job à côté. Donc, en fait, cet univers des jeux de société, c'est assez intéressant parce qu'il y en a pas mal qui ont créé ça en parallèle de leur travail et ça leur permet, tu vois, d'avoir des revenus, pourquoi pas d'acheter un appart avec. Voilà, donc non, moi je trouve pas que ça a été trop facile. Alors c'est vrai que moi, autour de moi, parfois mes amis me disent tout est trop facile avec toi, mais non, parce qu'ils voient pas les efforts qu'on met derrière et les combats avec ton esprit, ton mental et tout, tes crises de stress, des nuits où tu peux pas dormir. Non, c'était très dur.
Oh ouais, non, c'était plus pour dire, c'est marrant de dire que t'as décidé de mettre un peu en pause au moment où ça marchait bien, en fait. C'était plus pour toi. Est-ce que t'as trouvé que c'est plus ça, mais on n'a rien sans rien, hein. En fait, je l'ai pas mis sur pause parce que ça, je trouverais ça complètement bête, hein, mais c'est juste, je me suis rendu compte que là, les heures en plus où je travaillais, ça servait plus à rien en fait. La boîte, elle est comme ça chaque année, 200 ou 250 000 euros de chiffre d'affaires chaque année. On a tout automatisé. On travaille 2 heures, 2-3 heures par mois et c'est tout et c'est comme ça. Et chaque heure en plus où je mets en plus de mon énergie dessus va rien rapporter en plus. Là où chaque heure que je mets en plus sur MyLuby rapporte beaucoup plus. Enfin, rapporte, je parle pas d'argent, hein, mais Mm. en termes de valeur, quoi. Donc voilà. Donc non, je l'ai pas mis sur. Enfin, non, je suis pas totalement d'accord. Non, mais c'est vrai qu'en général, les gros businessmen ou les grosses girl boss, elles ont beaucoup d'entreprises. En fait, on le sait pas, mais on multiplie les entreprises comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter MyLuby? Donc, tu as envie de faire quelque chose qui te tient à cœur, dont tu es fière. Et pourquoi dans le domaine de la sexualité? Parce que c'est pas évident, surtout, t'avais quel âge? J'avais 25 ans. Donc oui, c'est pas du tout évident. On va en reparler, mais être une femme de 25 ans, toute seule, à entreprendre sur le domaine de la sexualité. Bon, j'ai eu toutes les portes fermées possibles et inimaginables, même si j'étais déjà entrepreneur, juste pas prise au sérieux, etc. Non, en fait, à 25 ans, donc en juillet, en gros, j'ai 3 mois de CDI où même si la boîte était super en 2019, les entrepreneurs étaient super. Juste, moi, je tournais un peu en rond dans le sens où le travail était intéressant, mais je me sentais pas encore à ma place. Donc, c'était encore cette question chez EY. Donc, en fait, peut-être que ma place, c'était l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, en fait, j'ai rencontré une personne qui a beaucoup joué dans ça. C'est Alice Zaguri de The Family, qui a beaucoup, enfin, qui m'a beaucoup aidé, tu vois, à dire, mais en fait, ta place, elle est pas en entreprise, ta place, elle est à créer des choses. Et donc, bref, ça, j'ai peut-être pas trop envie d'en parler parce que c'est pas très intéressant, mais on a créé une entreprise ensemble avec Alice Zaguri, donc avec The Family. On a fait un laboratoire A&D où on a fait plein de choses pendant 3 mois. Et de ce laboratoire A&D est né MyLuby où en fait j'en avais marre de faire des petites choses rapides. MyLuby c'était vraiment un point sur la table en disant bon allez maintenant j'ai envie de penser pas au moment présent mais à l'avenir. J'ai envie de faire quelque chose où je me sens bien, mais ad vitam aeternam, c'est-à-dire que je pourrais passer toute ma vie dans cette entreprise. Il y aura toujours à apprendre, il y aura toujours à structurer. Le secteur m'intéresse, etc. Donc le déclic de MyLuby, ça a été pas mal de choses qui sont revenues à plusieurs moments. C'est en école de commerce, on nous avait donné des lubrifiants et moi il y en a plusieurs. C'était la première fois qu'on en a eu. Les réactions, c'est mais les lubrifiants c'est dégueulasse, c'est un médicament. Ça veut dire que t'es frigide en gros si tu utilises du lubrifiant, ou ça veut dire que entre grands guillemets le mec n'a pas fait le taf. Donc il y avait énormément de tabous autour du lubrifiant. En plus celui qu'on avait eu, il avait un peu échauffé pas mal de personnes qui l'avaient utilisé pour la première fois et qui avaient eu ces premières a priori sur le lubrifiant du style mais en fait ça brûle le lubrifiant, du coup ça sert à quoi? Donc ça brûle, ça entache le rapport, etc. Moi je me suis un peu intéressée à ça. Aux États-Unis il y avait pas mal de marques qui étaient lancées qui abordaient la partie sexualité et intimité avec en appliquant les codes de la cosmétique. Donc tu vois avec des designs beaucoup moins genrés, beaucoup plus jolis, avec des formules clean, des formules sensorielles qui donnent envie, avec des valeurs, une communication un peu décomplexée, une communication centrée aussi autour de l'éducation sexuelle. Et moi, ça me parlait, sauf qu'en France, il n'y avait rien. Moi, j'habite à Pigalle. En face de chez moi, il y a tous les sex shops qu'on connaît, qui nous rebutent. Et du coup, en fait, je me suis dit, c'est dommage parce que il y a une révolution sexuelle sur les réseaux sociaux, donc avec Jouissance Club qui a sorti son super livre, qui est une bible, les comptes Instagram comme Orgasme et moi, Wikipédia, etc. Et en même temps, et pareil, tu vois, même sur Netflix. Maintenant, les séries, les scènes de sexe, elles durent plus une seconde comme avant. Il y a des séries dédiées au sexe, donc Sex Education, etc. Les magazines aussi, des hors-séries spéciales sexo. Donc en fait, le sexe intéresse, le sexe fait partie de notre vie et le sexe fait parler. C'est des sujets qui font parler. En soirée, on parle de sexe et de nourriture, quoi. Et en même temps, il n'y a aucune marque qui donne envie de consommer. Donc, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Il y a une demande énorme, il y a une inadéquation entre cette demande et cette offre en France. Alors qu'aux États-Unis, il y avait des choses qui étaient en train de marcher. Donc, j'ai fait un peu le même process, tu vois, que sur mon autre boîte. J'ai regardé ce qu'il y avait sur les autres marchés. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Il faut qu'on redore, quand je dis on, j'ai commencé seule, mais j'aime bien dire on, il faut qu'on redore l'image un peu du lubrifiant et de tous les produits intimes en les rendant décomplexés, quoi. Leur usage décomplexé en rendant l'exploration sexuelle via toutes les pratiques qu'on connaît pas, qu'on découvre, normal, quoi. Il n'y a pas de problème à explorer sa sexualité. Et moi, en plus, d'un point de vue personnel, c'était un moment où ça faisait 3 ans que j'étais en couple, où j'avais envie, d'un point de vue personnel, d'apprendre à utiliser ces produits, de tester ces produits. Mais en fait, je trouvais qu'on en parlait mal. Tu vois, tu vas dans les sex shops,
les sextoys pour personnes à vulve, parce que nous on fait en sorte d'être assez inclusif chez MyLuby, donc bref voilà, c'est des grands phallus noirs avec les veines. Maintenant, enfin nous Dune, quand on l'a sorti, c'est un petit galet vibrant. Je pense que je l'ai là, mais je te montrerai après. C'est un petit galet vibrant, ça fait pas peur, ça te permet aussi de faire une stimulation uniquement externe, pas en interne. Enfin, on a revu notre rapport aux produits sexo, on a fait pas mal d'innovations. Enfin, voilà. C'était ça le déclic de MyLuby. Il y a eu plein de choses, tu vois. Et en fait, en même temps, enfin, il y a eu une dernière chose, c'est que moi, j'ai pas eu d'éducation sexuelle au lycée. Mon associé, non. En fait, quand on parle autour de toi, il y en a plein qui n'en ont pas eu. Ou alors, ça a juste parlé de prévention et de comment ne pas tomber enceinte. Alors que je pense qu'on a un peu évolué sur ça. Le sexe, c'est aussi du plaisir, avant tout, et de la connexion avec la personne en face de toi ou des personnes. Donc voilà, moi j'avais pas juste envie de faire une marque enfin, j'ai voulu faire un truc compliqué, quoi. Donc pas uniquement de lancer des produits juste avec du marketing en disant ces produits sont top et de les prendre sur étagère et faire de la marque blanche. Non, on a travaillé sur les formules, on a travaillé sur l'innovation, on a travaillé sur chaque produit et en plus, on fait de l'éducation sexuelle sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc les bases de MyLuby étaient posées en 2019. J'ai commencé toute seule. Pendant 2 ans, j'ai travaillé toute seule et en fait, pendant ces 2 ans, j'ai rediscuté avec Pierre, mon associé, qui voulait monter une entreprise et qui avait rappelé toutes les personnes de la promotion, de notre école à Lyon, qui avaient monté des boîtes en étant étudiant, dont moi, du coup, avec ma boîte de jeux de société. Je lui ai raconté un peu MyLuby, je lui ai dit que potentiellement, on allait chercher un CEO, enfin un associé qui puisse justement faire des choses que moi, je pouvais pas faire, parce que je peux pas tout faire, moi, c'est pas mon truc. Enfin, les chiffres, c'est mon truc, je comprends, tu vois, le business, etc., mais c'est pas mon truc, la structure, etc. Moi, c'est plus les idées, la vision, la mission, les produits, la com, mais la structuration, la stratégie, la relation avec les partenaires, etc. J'avais vraiment besoin quelqu'un qui ait une nouvelle énergie et qui vienne, tu vas prendre ces sujets. Et donc, en fait, on a décidé de s'associer. En fait, lui, il a laissé son projet de côté et on a décidé de s'associer. Et du coup, il m'a rejoint à temps plein en juillet 2021. Donc maintenant, on est 2. Mais je suis la fondatrice et lui, il est CEO et associé. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as financé ta marque? Parce que j'ai vu que vous aviez fait une campagne Ulule. Alors, ça a été un gros succès. Alors, peut-être est-ce que tu peux présenter ce que c'est une campagne Ulule pour les auditeurs et puis aussi les raisons du succès de votre campagne, parce qu'il y a beaucoup de campagnes quand même sur Ulule. Donc Ulule, pour moi, c'était une évidence parce que donc il faut se replacer dans le contexte. L'été 2019, j'ai un peu l'idée. Je rentre d'été, donc en septembre 2019, je me dis maintenant je vais me mettre à fond sur ça. Donc oui, je gérais un peu mes sociétés à côté, mais je me concentre à fond sur MyLuby. C'était un peu l'époque où il y avait eu Respire, qui avait fait un gros carton sur Ulule. Après, il y a eu Oumaï aussi, une marque de cosmétiques solides, de shampoing solide, etc., qui s'était lancée avec un monoproduit et qui avait fait plus de 8000 précommandes. Respire en avait fait 22 000. Elle en avait fait plus de 8000, ce qui est énorme, en fait, pour pouvoir se lancer. Ça te donne une communauté de 8000 personnes dès le début qui te soutiennent et qui comprennent, et ça rajoute un peu d'humain. Moi, j'avais envie que MyLuby, ce soit une marque humaine. Je me suis dit, Ulule, c'est la meilleure façon de lancer MyLuby à cette époque-là. Aujourd'hui, si tu veux lancer en 2022 une marque, je sais pas si j'irai sur Ulule, j'ai l'impression, c'est très personnel. Il y a encore des très beaux projets, mais que ça s'est un peu essoufflé. Il y a eu le déodorant, il y a eu le shampoing solide, il y a eu le lubrifiant, il y a eu le sextoy, il y a eu plein de choses. Mais est-ce que tu peux encore à nouveau continuer à faire des produits en lançant sur Ulule? Je sais pas. En tout cas, en 2020, du coup, il y a eu le Covid. Nous, on voulait lancer en mars 2020. Tombe le Covid, j'ai décalé 3 mois et j'ai lancé en juin, le 2 juin 2020. C'était une super date. Pourquoi? Parce qu'on sortait du confinement. Les gens avaient eu une distanciation sociale. Le Covid et le confinement, ça a aussi été pour moi une révolution du bien-être. Enfin, de ce que j'en vois des personnes, ça a été une révolution du bien-être. Il y en a beaucoup qui ont démissionné. Il y en a beaucoup qui se sont recentrés sur du jardinage, sur des travaux, sur de la lecture, sur du développement personnel. Et du coup, en fait, parler de bien-être intime, bien-être sexuel et d'épanouissement sexuel, même si si c'était un lubrifiant, en fait, c'était un mouvement concret, tu vois, autour de l'épanouissement sexuel. C'était hyper bien reçu à cette période-là. Donc en fait, la date était géniale. Sortez de confinement, c'était juste avant l'été. Juste avant l'été, on aime bien parler de sujets un peu plus légers, sexuels comme ça. Donc ouais, ça a été super bien reçu. Plus de 1700 précommandes sur un produit. On n'a pas pu faire de pub en fait. Tout a été fait en organique. Au lieu de, moi je visais 100 précommandes. Je savais qu'on allait faire plus, honnêtement. Mais 1700, je savais pas qu'on allait faire autant. Franchement, j'ai eu de la chance parce que, on a bien construit la communauté en amont. On a bien expliqué pourquoi on faisait un lubrifiant et pourquoi en fait c'était intéressant de tester le lubrifiant même si on avait été déçus par une autre marque. Parce que le nôtre, on a fait en sorte qu'il soit le plus hypoallergénique possible. Alors, hypoallergénique sur un lubrifiant, c'est pas possible, hein. Il y a toujours des personnes qui vont faire des réactions, même sur une crème, hein. Mais donc voilà, c'était vraiment, j'avais vraiment envie de reconvaincre les personnes qui n'avaient jamais utilisé de lubrifiant. On l'a aussi beaucoup fait tester autour de nous avant de le lancer pour être sûr que la formule soit géniale. Et c'est vrai que moi, autour de moi, c'était non mais jamais j'utilise du lubrifiant. Tous mes copains, copines, les personnes de près ou de loin de moi, jamais j'utilise du lubrifiant. C'est un truc
C'est si ça se passe pas bien au lit, en fait, que tu en utilises. Aujourd'hui, ils le prennent pour aller en week-end. Donc bon, ça veut dire que le product market fit, il était évident, en fait, sur ce produit, sur ce projet, sur MyLuby, il était évident dès le début. On a eu des montagnes de remerciements en disant, en fait, avant, je me fournissais aux États-Unis ou en Australie avec des bonnes marques de lubrifiants. Maintenant, je vais pouvoir me fournir en France. Surtout que la campagne Ulule, en fait, vu qu'on a dépassé les 1000, le palier des 1000, ça permettait de créer le prochain produit, qui était l'huile intime au CBD, qui est aussi une grosse innovation sur le marché, etc. Voilà. Donc après, s'en est suivi plein de choses. On a eu du retard dans les précommandes classiques. Hein. Enfin bref, c'était une très belle expérience Ulule. Ça permettait de rajouter aussi un peu d'humain. C'était clé en fait chez MyLuby, c'était d'expliquer pourquoi on faisait ça, de rendre un peu la marque humaine, quoi. C'est super marrant, l'huile intime au CBD, du coup, comment ça fonctionne? C'est une sorte de 3 en 1. D'ailleurs, je l'ai, mais j'ai pas tout ici, je suis désolée, mais c'est une sorte de 3 en 1. Donc là, c'est un flacon de 30 millilitres. Pourquoi l'huile intime au CBD? En fait, le CBD, on en voit un peu partout, donc tu vas potentiellement te poser la question de, ouais, c'est marketing, en fait. Non, CBD et sexe, ça synergise assez bien. Tu vois, il y a plusieurs aspects. Premièrement, c'est un lubrifiant. Donc c'est un lubrifiant, une huile. Deuxièmement, c'est un stimulant. En fait, le CBD, ça va pouvoir stimuler l'afflux sanguin dans les régions intimes. Donc en fait, ça va accroître un peu les sensations que tu as. Tu vas être moins dans ta tête, plus dans tes sensations. Tu vas ressentir une sensation, des sensations un peu accrues. Donc globalement, moi je me fonde sur les commentaires qu'on reçoit et pas sur un marketing agressif. Mais c'est vraiment, j'ai eu un orgasme énorme. J'étais beaucoup plus dans le moment. J'ai ressenti beaucoup mieux les sensations. Alors ça peut être placebo ou pas, mais globalement, les personnes qui l'utilisent disent voir une énorme différence sur le côté stimulant. Troisièmement, ça peut aussi venir apaiser, détendre les muscles, apaiser de certaines douleurs. Attention, c'est pas un médicament, mais on l'a créé en ayant en tête et en la faisant tester aussi sur des personnes qui sont atteintes de dyspareunie, donc de douleurs à la pénétration et de vaginisme. Et c'est vrai que ça peut apporter un peu de confort à ces personnes-là. Ça reste complètement naturel, donc ça va pas. Enfin, le vaginisme, les dyspareunies, il y a une dimension aussi dans la tête. Il y a, on sait pas ce que les personnes ont eu comme expérience avant. Enfin, c'est hyper complexe. Il y a beaucoup de personnes qui sont suivies par des sexologues, sexothérapeutes, gynécologues, notamment par exemple suite à un viol, tu vois. Donc on peut pas se dire oui, attention, produit miracle, mais en tout cas, ça a été un produit miracle pour certaines personnes. Ça ne le sera pas pour toutes, mais ça peut apaiser, détendre les muqueuses et donner plus de confort, moins d'appréhension du rapport. Donc voilà, donc c'est vraiment un 3 en 1 et en plus, tu vois, tu peux l'appliquer. Moi, je l'applique sur un tampon pendant les règles. Il y en a beaucoup qui le font aussi. Ça te permet de détendre un peu cette zone, d'apaiser. C'est un côté apaisant, quoi. Et alors, justement, c'est vrai que tu disais que tu pouvais pas communiquer parce que c'est assez intéressant, mais en gros, il y a beaucoup de réglementations légales autour de tous ces produits, en fait. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter comment t'as fait, toi, pour communiquer, en fait, malgré tout, sans montrer forcément les produits? Et comment t'as fait pour construire ta communauté? La censure des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est hyper intéressant. En fait, t'en as plein là qui veulent se lancer dans le sexe, qui nous appellent, qui disent oui, c'est le prochain marché, etc. Mais ils ne savent pas une chose, c'est que tu ne peux pas faire de publicité sur Facebook. Alors oui, est-ce que tu as envie de donner aujourd'hui ton argent à Facebook pour construire ta marque? Ça, c'est un autre débat, tu vois. Mais pour te faire connaître, au bout d'un moment, il faut que tu passes par Facebook. En tout cas, je le pense. Et tu vois, c'est comme les marques de CBD qui ne peuvent pas faire de pub. Quand tu ne peux pas faire de pub sur tes produits au tout début et que tu es une petite marque et que t'es pas passé par Ulule, c'est très compliqué d'être connu. C'est très, très, très compliqué parce que tu as quand même des mastodontes en face de toi, Durex, Manix, etc. Nous, on commence à être un petit peu là. C'est vrai que c'est très compliqué. Donc, en fait, nous, on n'a pas abandonné ce côté de, on pouvait pas faire de pub. Donc, en fait, déjà sur ton compte Instagram, il est menacé d'être supprimé à chaque fois que tu mets un petit bout de peau, voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. On sait comment travailler avec Instagram et pas faire en sorte que nos publications soient supprimées. TikTok, on a explosé. En 8 mois, on a atteint plus de 80 000 abonnés. J'ai fait un post LinkedIn récemment dessus. Je fais le post LinkedIn en disant TikTok, c'est incroyable. Le lendemain ou le surlendemain, on se fait supprimer notre compte TikTok. Mais on l'a récupéré, on a travaillé avec les équipes, on avait un contact un peu privilégié, donc on a travaillé avec les équipes pour le récupérer, donc on est super content avec mon associé, donc on l'a récupéré. Mais bon, voilà, dès que tu parles de sexe, plus personne veut te voir. Déjà, t'as moins accès à toutes les personnes qui font de l'influence, parce qu'il y en a qui veulent pas parler de ces sujets, je peux comprendre, tu vois. Donc voilà. Et en plus, tu peux pas faire de pub, et ça, c'est hyper, en fait, pour nous, c'est une barrière à l'entrée sur ce domaine, parce que nous, maintenant, on peut en faire. On a travaillé dessus. Je vais pas donner toutes les clés, parce que justement, pour nous, c'est un avantage considérable. C'est-à-dire que tout le monde nous demande, hein. Il y a des entreprises dans le sexe avec qui on est très très proches
qui nous demandent tous les jours, est-ce que vous pouvez nous dire, etc. Mais nous, en fait, malheureusement, on n'a pas envie que ça arrive aux oreilles de nos concurrents et de nos futurs concurrents. Nous, on est content d'avoir cet avantage concurrentiel. Donc, on a travaillé longtemps avec Facebook, avec des personnes qui avaient réussi à faire des pubs, etc. Et aujourd'hui, on peut faire des pubs. Et on est les seuls sur le marché à faire des pubs qui tournent, etc. Du coup, en fait, t'as un coût par pub qui est hyper bas, des retours sur investissement qui sont énormes. Donc voilà. Donc ça, c'est top. Après, on investit très peu. Donc voilà, c'est ce côté, ça a été très dur de montrer de faire découvrir les produits parce que les produits sont bons. On a des commentaires de dingue. Mais juste comment on montre notre initiative encore plus loin que notre micro-communauté qui sort du LUL. Comment on grossit? Bah aussi grâce à Facebook, tu vois, à la régie publicitaire de Facebook, etc. Ouais, non, mais c'est vrai que on le sait pas forcément en fait, donc c'est intéressant d'en parler. Et donc aujourd'hui, vous vendez en ligne, mais vous vendez aussi au Galeries Lafayette, Printemps, aussi dans pas mal de pharmacies. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et surtout, tu as une équipe de 10 personnes, donc c'est vraiment un succès plutôt rapide. Comment tu le vis aujourd'hui et puis peut-être comment tu expliques ce succès? Je sais pas, est-ce qu'on définit par succès ou autre? Non, mais c'est vrai, quand je regarde il y a plus d'un an, qu'on n'avait qu'un produit, qu'on était deux avec deux personnes qui étaient alternantes pour nous, enfin qui étaient stagiaires juste pour l'été pour nous. Avec Pierre, on se dit que c'est beau, tu vois ce qu'on a fait. Je sais pas si on a réussi. Il y a encore plein En fait, Mailubi reste hyper fragile aujourd'hui, en plus en pleine crise où les fonds veulent plus de donner de l'argent gratuit, donner de l'argent et de faire des levées de fonds à des personnes qui se lancent. Non, honnêtement, on est encore hyper fragile. Oui, c'est super beau ce qu'on a réussi à faire, notamment sur les réseaux sociaux, d'avoir ces communautés bienveillantes, de faire de l'éducation sexuelle. Surtout qu'on a plein d'autres projets, tu vois. Moi, à terme, j'aimerais bien qu'on aille parler dans les écoles, faire de l'éducation sexuelle bienveillante dans les écoles avec des sexologues, etc. On a plein de projets événementiels, plein de nouveaux produits qui vont arriver pour continuer à déconstruire un peu tout ce qu'on a appris sur la sexualité, sur les rapports aux autres, etc. Moi, j'ai envie de parler aussi de connexion, de relations, etc. Oui, c'est bien. Ce qui est beau, moi, ce qui me touche à chaque fois, c'est d'avoir des candidatures spontanées. Je pense que moi, c'est à chaque fois qu'on a une candidature spontanée qui est sincère, ça me touche parce que je me dis, il y a quand même des personnes qui ont envie de travailler dans ce secteur qui, pour moi, moi, je pensais vraiment qu'on allait galérer très très fort à recruter. Et en fait, c'est assez simple de recruter des personnes qui sont motivées. Ils viennent pour les valeurs, pour l'engagement qu'on a. Et ça, je trouve que c'est un succès. Après, oui, Mailubi, moi, j'aimerais bien que ça grossisse plus vite. Mon associé aussi. C'est dur en ce moment, tu vois. C'est dur. Enfin bref, c'est la crise, quoi. On se prend des augmentations de tarifs partout, etc. Donc, faut pas l'oublier. Après, oui, quand tu regardes un peu en arrière, oui, on peut que être heureux de à quoi ressemble l'entreprise aujourd'hui, quoi. C'est bien. Et petite question justement, parce que je me disais pour ce type de produit, c'est parfois plus facile d'acheter en ligne parce que parfois on peut être gêné. Par exemple, on peut être gêné de nous voir acheter du lubrifiant ou des vibromasseurs. Comment ça se passe vous peut-être au niveau de votre chiffre? Est-ce que finalement vous vendez plus en ligne ou plus physique? Aujourd'hui, on a 60% en ligne, 40% en B2B et donc nos partenaires. Donc là, tu le mentionnais justement la pharmacie. Moi, c'était une thèse de départ, c'est que vraiment au tout début de Mailubi, moi j'ai parlé à des pharmaciens, des distributeurs en pharmacie en disant est-ce que vous pouvez m'aider à construire le prix de Mailubi? C'était hyper important pour moi qu'on ait un prix qui soit cohérent et qu'on ait assez de marge pour pouvoir tu vois, justement, aller en pharmacie. Et en fait, la pharmacie, c'est énorme parce que, on fait tout le temps des sondages sur Mailubi, on se rend compte que les personnes achètent leur lubrifiant en pharmacie. Donc, pour nous, évidemment qu'on a envie d'être dans toutes les pharmacies de France. Il y en a 23 000, donc c'est un gros travail. On a signé un contrat de distribution avec un acteur qui est hyper connu en pharmacie, qui nous met dans des pharmacies. Aujourd'hui, on est dans 250 pharmacies. Donc, aujourd'hui, en octobre 2022. L'année prochaine, on table sur 800 pharmacies. Donc, tu vois, c'est beaucoup. L'année d'après, encore plus, etc. Donc, en fait, le B2B, donc le retail va prendre plus d'importance à terme. Donc ça, c'est sûr. Mais oui, on sait très bien que, tu vois, on est au Monoprix aussi. On sait très bien que il y a des personnes, même s'il y a des caisses automatiques qui peuvent régler pas mal ce genre de sujet. Moi, je trouve que c'est brillant. Tu peux cacher un peu les produits que t'as. Surtout que nous, on fait pas on dirait pas trop, tu vois, des produits sexo. Donc, typiquement, notre vibromasseur, quand tu vois la boîte, t'as pas l'impression que c'est un vibromasseur, ce qui est quand même cool. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui préfèrent acheter ce genre de produits en ligne. Mais petit à petit, le retail prend de plus en plus d'importance et on pense que, tu vois, à terme, c'est vrai que tes préservatifs, je pense que les gens ont de moins en moins honte de l'acheter en pharmacie ou lubrifiant, tu vois. Et alors justement, en parlant un peu de cette gêne et de cette honte, comment ça s'est passé pour ton entourage? Moi, j'étais convaincue dès le départ, donc je m'étale pas auprès de mes parents, mais tu vois, vu qu'ils savent que c'est un gros marché, que les choses sont bien faites, que c'est de l'entrepreneuriat. Dans ma famille, on valorise vachement l'entrepreneuriat, donc
je vais pas dire, enfin, je pense tant que ça reste moral, hein, bien évidemment. Hein. Si j'avais fait, tu vois, du tabac ou des drogues ou de l'arme, ça l'aurait pas été. Mais bon, là, c'est de l'épanouissement sexuel, c'est du bien-être. Hein. Tu sais, quand j'explique à des personnes plus âgées, qui sont peut-être moins, qui évoluent peut-être moins dans nos milieux où c'est un peu plus ouvert, je dis c'est du bien-être, tu vois. Finalement, on a des produits qui sont un peu plus bien-être, donc des huiles de massage, etc. Mais non, globalement, on m'a pas mal prise pour une folle en disant mais personne n'utilise du lubrifiant en France, par contre aux États-Unis les gens en utilisent plus, donc c'est normal que tu dises qu'aux États-Unis ça marche bien, mais ça marchera pas en France. Donc pas mal de personnes m'ont prise pour une folle. Tous les institutionnels, donc assurance, banquier, tout ça a été très compliqué d'ouvrir, tu vois, un compte en banque. Très compliqué d'ouvrir une assurance, donc un peu problématique quand tu es une entreprise. Mais non, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas en soirée ou tu vas n'importe où, les gens ils veulent parler que de ça, quoi, avec toi. Ils sont hyper intéressés, tu vois. Et c'est vrai que tu travailles dans le sexe, donc tu vois, c'est intéressant pour eux. Et alors, question justement, quel conseil tu donnerais à une femme, tu vois, qui ose pas trop ou qui évolue dans un milieu qui est un petit peu difficile en tant que femme, pour justement qu'on nous prenne au sérieux et puis parce que tu sais, au bout d'un moment aussi, je pense que ça doit être fatigant de répéter, de prouver. Bah, moi, je me suis pas mal épuisée justement à parler, enfin à essayer de parler aux banquiers pour avoir un emprunt, etc. J'avoue que ça va peut-être pas plaire ce que je vais te dire, mais du coup, mon associé, ça fonctionne beaucoup plus pour lui, quoi, parce que il vient de ce milieu, il sait comment leur parler, donc il a cette intelligence aussi de parler à des personnes qui viennent du même milieu. C'est un homme aussi, je pense que ça joue un peu. Surtout que moi, je sais pas leur parler, c'est-à-dire que je suis assez impulsive, je sais pas trop leur parler, donc je peux comprendre. Donc maintenant, on se met vraiment là où on est bon, quoi. Donc non, en fait, moi, je pense qu'il faut pas hésiter à être sérieux, donc avoir une démarche sérieuse. Donc je pense que c'est le plus important en fait pour parler à ces personnes-là, donc avoir un business model qui est prouvé. C'est vrai qu'il n'y a jamais de risque zéro ni de méthode miracle pour avoir quelque chose qui fonctionne. Mais si déjà on fait des études de marché, des calculs de rentabilité, des product market fit avec des personnes qui veulent déjà acheter le produit ou si le produit est déjà sur le marché, la marque a déjà les communautés, etc. Et qu'on arrive en étant soit accompagné par quelqu'un qui parle mieux à ces personnes-là, soit nous on arrive à parler à ces personnes-là, donc des banquiers, etc. Je pense qu'ils sont censés nous prendre au sérieux. C'est juste qu'en ce moment, en fait, faut le dire, il y a 2-3 ans quand j'étais intervenante dans un programme d'entrepreneuriat féminin de personnes qui voulaient entreprendre, j'étais beaucoup plus optimiste, etc. Là, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'entreprendre en ce moment. Les banques, elles prêtent moins. Il y a des augmentations de matières premières partout. Par contre, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il y a des énormes opportunités qui s'ouvrent. Donc voilà, faut juste essayer d'entreprendre sur le bon secteur. Et je pense aussi, dernière chose, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées. C'est la génération un peu Ulule dont je fais partie. On a été un peu biberonnés à Respire, Oumaï. Donc j'ai lancé pas très longtemps après ces très beaux projets. Mais là, ils continuent à en avoir. Tu vois, des cosmétiques solides, des cosmétiques à dissoudre. Donc des poudres à dissoudre pour faire du 100% solide, etc. Des compléments alimentaires, des culottes menstruelles, il y en a encore, tu vois. Attention à pas arriver sur un marché où vous n'apportez rien d'autre, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui va venir et qui va juste faire un lubrifiant naturel et qui va reprendre le même discours que nous, ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui, nous, typiquement, nos partenaires, ils veulent une marque. Donc, on ouvre une catégorie. Typiquement, on a ouvert une catégorie chez Jolie Moi, qui est un partenaire en cosmétique. Ils nous ont dit, on veut une marque. Donc, qu'est-ce que tu apportes de plus? Parce qu'après, en fait, le problème, c'est qu'il va falloir expliquer qu'est-ce que tu apportes de plus, tu vois, aux consommateurs. Donc, énième marque de culotte menstruelle, énième marque de compléments alimentaires, de gummies. C'est compliqué. Le marché, aujourd'hui, il est un peu saturé sur pas mal de secteurs. Donc, voilà. Déjà, si toi, t'es convaincu, c'est le principal. Si les personnes autour de toi sont convaincues, c'est le principal. Après, je pense que tu peux convaincre les autres. Donc, les banquiers, les assurances, tout ça, quoi. En fait, je pense que oui, c'est sûr, il y a un juste milieu entre, comme toi, tu t'es lancé, il y avait tout à faire, le marché, il était, justement, faut éduquer le marché, t'arrives et le marché est saturé, quoi. Dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, je pense que c'est une reconversion où on est heureux, quoi. On est heureuse, où on se sent bien, on se sent un peu plus à sa place et on peut pleinement se connaître. Moi, j'ai quelques amis qui ont fait des reconversions. Je sais pas si c'est exactement une reconversion ce que j'ai fait, mais moi, je sais que je me connais beaucoup plus. Je suis, moi, quand on me regarde d'extérieur, on me dit, mais t'as beaucoup plus confiance en toi, mais c'est une confiance qui est hyper saine, etc. C'est pareil pour mes amis qui, tu vois, j'ai une copine qui était en entreprise et qui justement a repassé un CAP pâtisserie. Elle a le même parcours que moi. Et là, maintenant, elle est dans un étoilé à être chef pâtissière. Donc ça, c'est une reconversion réussie parce que elle sait, que c'est là où il faut, qu'elle soit parce que c'est ses forces
elle est stimulée, elle est contente d'aller au travail, elle est heureuse et elle se connaît un peu mieux. Je pense qu'il y a aussi une question de connaissance de soi qui elle est à chercher et je pense que c'est une reconversion réussie quand on se connaît un peu plus. Et puis peut-être qu'on s'assume en fait. On se sent mieux, on se sent un peu plus à sa place. Tu sais, moi j'ai eu ces sentiments d'être à côté de mes baskets en fait. À chaque fois que j'étais dans des environnements, de pas trop comprendre, de pas pouvoir pleinement m'exprimer, etc. Là, c'est exactement là où je dois être. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de se dire que tu te nourris de ton projet te nourrit, tu le nourris. Et voilà, en fait, c'est assez bienveillant. Donc, c'est une reconversion réussie. Je pense que c'est ça. Je sais pas comment toi tu le définirais, mais... Ouais, je pense que je dirais la même chose. Ouais, c'est que on se sent bien là où on est. Ouais, c'est ça, je pense, de s'assumer en fait, parce qu'il y a aussi un côté assumer que c'est ça dont on a envie et aller à fond, quoi. Moins se fier au regard des autres, parce que bon, je pense que le regard des autres aujourd'hui est un peu moins médisant qu'avant. Enfin, tu vois, avec le Covid, ça a été une bombe, quoi. Ça a été une bombe. Enfin, tout le monde s'est reposé des questions sur ce qu'il voulait faire. Ah, en fait, moi, j'ai pas envie de passer toute la journée sur une chaise derrière un écran toute ma vie, en fait. Donc, je pense qu'il y a un peu plus de prise de risque, il y a un peu plus de bienveillance, en fait, dans le regard des autres. Un grand merci, Anne. Franchement, c'était super inspirant. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, tous tes conseils hyper pratiques. Donc, je mettrai les liens des réseaux sociaux et du site internet de MyLuby. Merci à toi, Claire, pour l'invitation. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.